Alors, rebonsoir tout le monde et bienvenue encore. Vous avez tous l'air très studieux et très prêts là pour un cours magistral. Alors, voilà, je suis impressionné. Je vais essayer d'être à la hauteur. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. C'est vraiment une belle formule d'avoir la capacité maintenant d'enseigner à des êtres invisibles. Je trouve ça fabuleux. C'est une nouvelle. Les technologies nous permettent de rejoindre des gens loin et sans corps. Alors, donc bienvenue à tout le monde. Et puis, donc on fera comme la semaine dernière. On va prendre vraiment 1 heure pour la leçon. Puis après, si vous avez des questions, on pourra toujours aussi aborder vos questions. J'imagine que vous avez peut-être repensé un petit peu à ce qu'on a fait la semaine dernière. Et peut-être c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire un petit peu. Et on va avoir un petit exercice de méditation aussi sans trop tarder. Mais l'idée est de repenser un petit peu à l'importance des pensées. Et je pense que la première session vise surtout l'idée de comprendre combien chaque pensée compte. Et qu'évidemment, il va y avoir des pensées qui vont nous échapper, ça c'est évident. Il y a des pensées qui vont être très utiles et auxquelles on ne repensera pas. Mais que lorsqu'on a besoin de se redonner une bonne humeur, du bonheur, se redonner de l'énergie, se redonner une conscience un peu plus élevée, c'est là où on se rend compte qu'en fait, notre seul outil, c'est les pensées. Et qu'on doit être à même de puiser dans nos pensées pour aller faire naître des pensées qui sont puissantes, qui sont belles. C'est très facile, c'est simple à comprendre, mais c'est très difficile à appliquer par contre. Et si vous essayez de vous dire pendant toute la journée, OK, pendant 1 heure, je ne crée que des pensées positives et je fais attention à mes pensées, à peine 10 minutes plus tard, vous serez déjà parti ailleurs et on va se vagabonder un petit peu dans notre esprit. Alors, on est conscient que c'est une pratique, mais on va ajouter d'autres éléments ce soir qui, vous allez voir, sont vraiment, en tout cas moi, qui m'ont passionné quand j'ai commencé les cours de Raja Yoga. Et c'est vraiment ce soir, ce qu'on va regarder, c'est davantage la mécanique associée non seulement aux pensées, mais à tout ce qui se passe en nous qui n'est pas physique. Et depuis qu'on est tout petit, on a appris à bien se voir physiquement, à se connaître physiquement. On se regarde dans le miroir à peu près tous les jours, n'est-ce pas? Au moins 1 fois par jour. C'est possible le matin avant de partir, être certain qu'on ne fasse peur à personne en arrivant au travail. Et on pourrait même se souvenir de ce qu'on portait comme vêtements hier. On a une très grande importance sur notre aspect physique. Mais qu'en est-il vraiment de ce qu'on vit intérieurement et de ce qui se passe intérieurement? Et on sait qu'il y a, du vécu intérieur qu'on a du mal des fois à identifier. Et même quand des fois on se fait poser une question, comment tu te sens? Bon, c'est facile de dire ça va bien, ça règle la question, on passe à autre chose. Mais si vraiment on devait répondre précisément, je ne suis pas sûr qu'on sache toujours exactement ce qu'on ressent. Et des fois, on est bombardé par toutes sortes d'événements à l'extérieur, on est dans des situations au travail, à la maison, puis des fois on est en pleine forme, puis d'autres fois il y a un petit doute, il y a une petite zone grise où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, dans la notion de ce qu'on appelle en fait, pour l'instant, ce qu'on appelle l'être, donc ce qui vit intérieurement en nous, on a tous plus ou moins le sentiment, dites-moi si je me trompe, et la plupart des gens disent toujours, il y a sûrement quelque chose d'autre que juste le corps physique. Tu entends là-dessus? La plupart des gens pensent qu'il y a bien un être, une force vivante à l'intérieur, il y a quelque chose qui anime ce corps et qui fait qu'on pense, qu'on a une relation avec les gens, qu'on a des sentiments, des désirs, qu'on a envie de certaines choses, puis qu'on a une personnalité qui nous est unique. Alors pendant longtemps, c'est vrai qu'on a pensé que peut-être tout s'explique par le physique et que nos pensées, notre conscience, tout ça, c'est le cerveau qui fait ça. Que nos émotions, on a pensé pendant longtemps que c'était peut-être même le cœur qui ressentait les émotions. Hein? Tout le monde a sûrement utilisé cette image des fois pour dire je t'aime. Quoi, hein? Personne fait je t'aime ou je t'aime tellement. C'est bizarre, mais on a toujours associé les sentiments au cœur. Et jusqu'au jour, je pense, où il y a eu une première transplantation du cœur, et là, il y a eu une nervosité dans la famille.
Si une personne se faisait donner un autre cœur, est-ce qu'il allait ou est-ce qu'elle allait aimer les mêmes personnes ou est-ce qu'en recevant un nouveau cœur, c'est comme si vous receviez un autre disque dur, puis tout à coup, vous êtes amoureux, mais plus du tout de la même femme ou du même mari, puis vous vous réveillez avec des sentiments pour des gens que vous ne connaissez même pas. Et là, on a bien vu que les sentiments ne sont pas dans le cœur, ils ne viennent pas avec un nouveau cœur, pas des nouveaux sentiments qui viennent avec. Et on sait qu'il y a un effet sur le cœur, c'est sûr, on ressent quelque chose, mais d'où viennent les sentiments? D'où vient la conscience? Est-ce que c'est juste vraiment le petit déjeuner, les céréales qu'on mange le matin qui passent dans une espèce de mécanisme, sont broyés, transformés, puis éventuellement le petit concombre que vous avez mangé ou le petit raisin devient tout à coup, tiens, une bonne pensée brillante? Ou est-ce qu'il y a autre chose que juste la matière? Est-ce qu'on est autre chose que juste de la matière? Et c'est là où on rentre dans les grands débats philosophiques, bien sûr. Il y a toutes sortes de courants de pensée. Et étrangement, la science n'a pas encore tranché ou finalisé qui pense. Mais ça reste toujours la plus grande question. On dit souvent dans la vie, la première question c'est qui suis-je, puis la dernière question c'est encore qui suis-je. C'est le puzzle, c'est l'espèce c'est vraiment le puzzle à résoudre là, tout au long de sa vie, la charade qu'il faut résoudre tout au long de sa vie. Alors dans cette optique-là, ce qu'on propose dans la méditation, c'est de réfléchir un peu sur la qualité non seulement de nos pensées, mais de ce qui vient avec les pensées aussi. Et ce soir, on va proposer 3 dynamiques en fait dans l'être que nous sommes. Et ce n'est pas une croyance, ça va être vraiment quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut nommer, qu'on peut reconnaître, qu'on peut identifier, mais qui sont des dynamiques intérieures qui ne sont pas palpables d'un point de vue physique. Et on ne peut pas garantir que ça vient ou pas d'une production du cerveau ou de la chimie du corps. Et là-dessus, il n'y aura personne qui va être capable de certifier que ça l'est ou pas. Il y a des philosophes, il y a des psychanalystes, il y a des scientifiques, il y a des personnes religieuses, il y a des athées, il y a des croyants. Tout le monde, après, diverge un petit peu sur les opinions. Et ce qu'on propose, c'est plus une approche expérimentale dans laquelle on va observer soi-même qu'est-ce qui se passe en nous. Donc la semaine dernière, on a beaucoup insisté sur la pensée, mais on va définir en fait que la pensée, dans la pratique du Raja Yoga, ce qu'on définit, c'est qu'une pensée est en fait générée par une partie de soi qu'on appelle l'esprit. On aurait pu l'appeler complètement autrement, ça pourrait s'appeler carotte ou un chou-fleur, mais le nom était déjà pris pour autre chose. Alors l'esprit est un peu ce qu'on utilise dans le vocabulaire. En anglais, par contre, on utilise souvent the mind. Donc en français, ça devient un peu compliqué parce qu'on parle de l'esprit, vraiment la fonction de l'être qui vise à penser, et non pas un esprit que vous allez rencontrer au temps de l'Halloween, puis des esprits baladeurs ou des esprits maléfiques ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt l'esprit dans le sens, la mécanique de l'être qui nous permet de penser. Et ce qu'on propose, c'est de reconnaître en fait que la pensée vient souvent avec une émotion. Dès qu'on pense à quelque chose, si on y pense assez longuement, il y a une émotion qui va surgir. Quelqu'un qui aurait perdu un être cher, même un animal de compagnie, dès qu'on repense à cet être, oups, il y a une émotion qui vient, tristesse. Si au contraire on va chercher quelqu'un qu'on aime à l'aéroport, ben, on est à l'aéroport, puis on pense à la personne, puis on est heureux. Alors la pensée, en fait, selon, et si vous vous souvenez, la semaine dernière, on identifiait donc 4 critères pour définir une pensée. Vous vous souvenez, donc la direction, la profondeur, la vitesse et la qualité. Donc 4 facultés ou 4 facteurs qui définissent un petit peu la qualité de la pensée, la nature de la pensée. Mais en fait, cette pensée, c'est qu'elle vient aussi avec des émotions. Et là où ça va être intéressant, c'est que des fois, l'émotion vient même avant la pensée, mais l'émotion va générer des pensées. Et les pensées vont générer des émotions. Puis elles viennent toutes les deux ensemble. Et souvent, elles sont assez indissociables. Et quand on va vouloir, à un moment donné, contrôler nos émotions, ben on va se demander, est-ce qu'on peut vraiment contrôler des émotions? Ou est-ce qu'on ne veut pas plutôt essayer de contrôler des pensées? Lequel est le plus facile? Et des fois, il y a des émotions qui sont un peu volcaniques, elles surgissent, puis on se dit, oh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion? Des fois, il n'y a pas d'émotion, ça c'est un problème. Et puis on se dit, peut-être qu'il faudrait avoir de l'émotion.
puis les gens vous le disent, bon, quand même, un peu de, pas très, il ne se passe rien, il n'y a pas d'émotion. Bref, à ce moment-là, il faut juste vérifier qu'est-ce qui se passe dans nos pensées. Et donc, la faculté de l'être qui permet de penser et de ressentir, c'est ce qu'on appelle, nous, l'esprit, ou the mind. Et l'esprit crée à ce moment-là des pensées continuellement qui viennent avec des émotions. Souvent, on peut symboliser un petit peu l'esprit avec le symbole d'une vague, puisqu'on voit que l'esprit crée des pensées constamment, 24 heures sur 24. On n'arrête pas de penser. Mais parfois, les pensées sont toutes petites, comme les émotions, comme des toutes petites vagues. On dirait que l'eau est vraiment à plat, mais en fait, elle bouge quand même un petit peu. Il y a toujours une onde. Et la vague peut augmenter, puis devenir, à ce moment-là, un tsunami avec des émotions tellement intenses, des pensées tellement intenses. Donc, c'est un peu comme une vague. L'esprit, c'est le symbole de la vague. Et les émotions, bien sûr, elles ont différentes natures. On a des bonnes émotions, on a des émotions plus néfastes, on a des émotions négatives. Là aussi, évidemment, ça suit les mêmes critères que les pensées. Et l'esprit est une force en soi, parce qu'on pense tout le temps. Et nos émotions, à un moment donné, quand elles prennent le dessus, eh bien, elles peuvent distorsionner notre vision de la vie, notre façon de concevoir la réalité, parce qu'on est ému. Les gens, des fois, le disent, ah, je suis tellement ému, je ne peux pas prendre de décision, je ne sais pas quoi faire, l'émotion a pris le dessus. Et c'est là où on va trouver que c'est important de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions et ces pensées. Et c'est là où va intervenir une deuxième faculté de l'être, un deuxième organe, des fois j'aime bien les appeler des organes de l'être, qui est complètement différent de l'esprit et qu'on va appeler l'intellect. Et l'intellect, c'est une faculté de l'être qui permet des fonctions extrêmement utiles comme la concentration, la réflexion, le discernement, le jugement, la prise de décision, la volonté. Toutes ces facultés, si on y pense, elles sont vraiment d'un autre ordre que de l'ordre émotif. Et on a toujours ressenti qu'on avait un peu deux parties en nous, qu'on identifie à tort, peut-être des fois comme étant la tête et le cœur, n'est-ce pas? C'est souvent ce qu'on dit, quelqu'un a plus de tête, l'autre plus de cœur. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que l'intellect est plus actif ou plus dominant, ou l'esprit est dominant. L'esprit est associé aux émotions, aux pensées. L'intellect va être associé à la réflexion, éventuellement l'intelligence, qui n'est pas la seule faculté de l'intellect, mais l'intelligence vient comme une faculté, une production de l'intellect. Et là où ça devient intéressant, c'est que si vous alliez chez un yogi spirituel qui aurait des dons particuliers, peut-être qu'il pourrait faire une analyse de l'état de santé de votre esprit et de votre intellect. Et ça deviendrait assez intéressant parce que quand on est malade, on va voir un médecin, puis il y a des examens qui permettent de dire, votre estomac, il y a un gros problème à l'estomac, il faut traiter votre estomac. Ou vous êtes malade des poumons, puis le poumon doit être traité, il y a un problème dans votre poumon. Savons-nous exactement dans quel état se trouve notre esprit et notre intellect? Est-ce qu'on a un intellect en bonne santé? Est-ce qu'on a un esprit en bonne santé? Et très honnêtement, je pense que personne ne le sait vraiment, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble un intellect en bonne santé et à quoi ressemble un esprit en bonne santé. Puisque la plupart du temps, on n'est même pas conscient de ce que fait notre intellect ou notre esprit, et deux, on a appris par habitude que ça va un peu dans tous les sens. Un jour, je suis de bonne humeur, l'autre jour, je suis de moins bonne humeur. C'est normal. Une situation difficile survient dans ma vie. Je perds mon porte-monnaie. Quelqu'un m'insulte. On m'offre une nouvelle tablette iPad pour mon anniversaire. C'est normal de me sentir bien, heureux, ou inquiet, ou angoissé. Donc, on a pris pour acquis la façon de fonctionner. Puis on se dit finalement, on est humain. Puis souvent on conclut nos malheurs comme ça, en disant, écoute, on est humain, qu'est-ce que tu veux, personne n'est parfait, donc tout va bien Madame la Marquise, on peut continuer à déprimer puisque personne n'est parfait. Et ça, on trouve que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur diagnostic de l'être. Et que si on prenait le temps d'imaginer comment se conduit un esprit en forme, comment se conduit un intellect qui a toutes ses facultés. Et c'est là où on revient sur les facultés de l'intellect, donc,
discernement, reconnaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, reconnaître ce dont j'ai besoin, ce qui n'est pas bien pour moi, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, reconnaître si quelqu'un me dit la vérité ou pas, reconnaître l'importance de quelque chose. C'est un discernement. Cette faculté de discernement, on peut parler un peu parfois d'un intellect aiguisé. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est acquis à la naissance, on est avec un intellect, un pouvoir de discernement, puis on reste toute notre vie avec, ou est-ce qu'on peut l'aiguiser? Est-ce qu'on peut le travailler? Est-ce qu'on peut développer notre sens de discernement? Si on devait, on donne souvent l'exemple des joailliers, quelqu'un qui travaille avec des bijoux et qui fait des bijoux. Il a intérêt à savoir comment reconnaître de l'or vrai d'un or faux, un diamant vrai d'un faux diamant. C'est le discernement aussi. On en parle beaucoup plus tard dans les cours de Raja Yoga, ça va être beaucoup le type de sujet sur lequel on va s'intéresser pour ensuite développer des méditations. On peut faire des méditations entières sur le discernement. Parce que plus on va être conscient de ce que c'est que le discernement, plus on va être conscient des fois du manque qu'on a de discernement, plus on va peut-être faire des efforts pour développer notre sens de discernement. Pour toujours les mêmes raisons que celles que j'initiais au tout début de la semaine dernière, on cherche à être heureux, on cherche le bonheur, et on essaye d'éviter la souffrance. Si on cherche à être heureux, parfois on va se rendre compte que ce qui m'empêche d'être heureux, c'est que je suis confus, je suis dans le doute. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le doute? C'est que la faculté du discernement, elle n'est pas fonctionnelle. C'est comme ce qu'il y a de plus frustrant dans les ordinateurs, qui sont des machines fabuleuses. Et quand vous voulez aller sur le web et puis regarder quelque chose, puis on dit il n'y a pas de connexion, ça ne marche pas, plugin, machin, puis là, c'est parti là, pour mauvaise, vous n'avez pas la bonne version, réinstaller version, là, c'est compliqué. Et c'est ça le problème qu'on a intérieurement. Des fois, on voudrait être heureux, on voudrait bien agir, on voudrait bien se sentir dans toute situation, mais là, tout à coup, hop, ça ne va pas. Mais à ce moment-là, on ne sait pas nécessairement quelle faculté vient de dérailler et qui ne fonctionne pas. Des gens, des fois, vont se plaindre, se dire « je suis incapable de me concentrer ». J'ai besoin de me concentrer, je suis incapable de me concentrer. Le discernement, c'est une faculté. Il y en a une autre qui s'appelle le jugement. Une fois qu'on a reconnu ce qui est bien, ce qui est mal, etc., qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne une décision. Des fois, on est incapable de prendre des décisions. Il faut dire, est-ce que je dois faire ci? Ah non, je ne ferai pas ça. Ah, je sais pas. Ah, ma mère, elle voudrait tellement. Ah, je vais faire plaisir. Tu sais, là, on est confus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'intellect. L'intellect, il n'est pas en forme. Et si l'intellect n'est pas en forme, il ne peut pas performer, il ne peut pas appliquer ses facultés pour nous permettre de fonctionner comme il faut dans la société ou avec nous-mêmes ou dans la vie. Et c'est là où on devient très conscient de cette faculté qui est l'intellect et qui n'est pas la même que celle de l'esprit. Et vous allez voir tout à l'heure que je vous amener vers un endroit assez spécial avec ça. Il y a une troisième faculté qu'on a nommée avec un nom plutôt indien qui est difficile à traduire, mais qu'on peut traduire des fois par tout simplement les traits de personnalité. On peut même raccourcir, dire c'est la personnalité, si vous voulez. Il y a d'autres thèmes ou d'autres définitions qu'on peut utiliser. Des fois, j'aime bien le nom une attitude comportementale. C'est un peu psychanalyste, mais c'est comment on se comporte. Quelle devient notre personnalité, qui est en fait une habitude qu'on a développée très souvent, qu'on peut d'ailleurs changer. C'est le but de l'opération. Donc on a une habitude qui n'est pas seulement une habitude d'action. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai une habitude, à chaque fois que je rentre à la maison, je mets les clés à tel endroit. C'est une habitude, c'est correct, c'est inoffensif. Mais il y a des habitudes mentales aussi. On dit d'ailleurs, il y a des sondages des fois pour rire, ils disent, quand vous voyez une personne, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une personne? La coupe de cheveux, le nez, le sourire, tu sais. Mais je suis sûr, si on faisait vraiment une analyse personnelle, chacun a une habitude mentale qu'on n'est pas toujours capable d'identifier d'ailleurs.
Des fois, des gens vont vous dire, as-tu remarqué, tu es quand même, c'est formidable, tu es toujours préoccupé par les autres, tu essaies toujours de faire plaisir aux autres. Peut-être des fois, les gens vont nous dire quelque chose comme ça, puis on va se dire, tiens, c'est vrai, j'avais pas remarqué à quel point c'est vraiment, ça fait partie de ma personnalité. Ou des gens vont dire, ah ben tu es toujours comme ça, tu fais toujours ça, ou tu dis toujours des trucs comme ça. Ah, tu vois, je m'en étais pas rendu compte. Et là, c'est vraiment profond parce que la personnalité, elle va avoir toutes les ramifications dans, bien sûr, notre comportement, notre attitude, mais ça devient toutes nos qualités d'être. Par exemple, on devient habitué à s'impatienter. Ça devient un trait de personnalité. Et des fois, ça prend 3 fois rien, puis ça y est, on s'impatiente. Mais dans la même situation, la personne d'à côté a dit, mais calme-toi, il n'y a pas besoin de t'impatienter. Une personne est impatiente, l'autre est tout à fait patiente. Mais on va se rendre compte que l'impatience d'une personne, très souvent, elle est récurrente, elle est habituelle, elle est comportementale. C'est une attitude comportementale. Il règle les problèmes par l'impatience. Dès que ça ne va pas assez vite, dès que ce n'est pas comme on veut, ben là, pourquoi tu n'as pas fait ci, puis comment, hein, puis on s'impatiente. Allez, allez, il est 8 heures, fais vite, fais vite, fais vite. Là, on a une attitude comportementale, on stresse tout le monde, puis on est impatient. Puis des fois, les gens s'énervent autour de nous, écoute donc, t'es donc bien impatient, t'es toujours impatient. Patience. Puis, corrigez-moi si je me trompe encore, mais pas facile de corriger l'impatience, non? Pour ceux qui auraient un petit problème de patience, peut-être personne, mais on a tous un petit peu d'impatience de temps en temps. Et ça, c'en est juste un. On blague souvent pour ceux, en France, on disait toujours, les gens, je ne sais pas pourquoi on disait ça, s'il y a des Français ici, aidez-moi, mais on dit souvent les gens de Marseille, par exemple, dans le sud de la France, ils exagèrent tout le temps. Puis on dit toujours les gens de Marseille, quand ils ont pris un poisson, c'est toujours plus gros, puis ils ont toujours des trucs. Je ne sais pas pourquoi on dit ça des gens de Marseille qui exagèrent tout le temps. Inoffensif, c'est une attitude comportementale. Moi, une fois, j'ai réalisé que j'étais un bon parleur, puis que j'avais en effet tendance à toujours embellir un peu. J'en mettais un peu, comme sur mes tartines, comme on dit, je beurre épais, j'en mettais toujours. Puis un jour, je me suis dit, est-ce que je serais capable d'être straight, tu sais, de juste pas ajouter quoi que ce soit là. Ah, je trouvais ça dur, tu sais, parce que je trouvais que l'histoire était plus plate. Tu sais, si t'en mettais pas un peu plus, c'est comme... Alors, mais après, je me suis dit, mais, oui, mais si on veut être honnête, ben, on dit tel quel, pas besoin d'en ajouter. Et des fois, je m'entendais, puis je me disais, non, mais honnêtement, là, j'exagère même pas, parce que d'habitude, j'exagère. Tu sais. Et ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre, à changer cette attitude comportementale, pour essayer d'être plus honnête, puis de comprendre qu'on peut faire des bonnes histoires aussi en disant la chose telle qu'elle, sans en ajouter non plus. Et elle est plus vraie aussi. Alors, là, la personnalité, ça devient très complexe. C'est vraiment, comme on dit, ben c'est ancré dans toutes nos fibres qui définissent exactement qui nous sommes. Alors, au même titre que, par exemple, l'esprit se symbolisait très bien avec les vagues, l'intellect, on le symboliserait davantage avec une balance, avec la notion de peser, de comprendre le pour et le contre, le bien, le mal, etc. Donc c'est vraiment le symbole de la justice, c'est l'être capable de juger, de discerner. Et la personnalité, en fait, son symbole idéal, c'est les empreintes digitales. C'est vraiment qui je suis. Je peux penser n'importe quoi, avoir des émotions superficielles, temporaires, en réaction à quelque chose. Je peux me forcer à être suprêmement intelligent pendant 10 minutes. Et ma personnalité, vous ne pouvez pas la cacher. Elle est vraiment, elle est là. On peut essayer de la cacher pendant quelques instants, mais elle ressort toujours à un moment donné ou à un autre. Et quand c'est ancré dans notre personnalité, ben c'est là où des gens vont dire des fois, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Et si on a une attitude comportementale négative, on a parlé de l'impatience, mais la liste est longue des défauts de l'être. Il y en a qui gèrent beaucoup leur vie avec la colère, par exemple. C'est plus que de l'impatience, ça devient de la colère, puis c'est très rapide. Ça devient en colère pour un oui ou un non. Et ça gère sa vie avec la colère. Il y en a qui, au contraire, ont une gêne excessive maladive. C'est une attitude comportementale. Dès que quelque chose se produit, eux, c'est la tortue, là, c'est comme bye-bye tout le monde, moi, je rentre à la maison, puis je veux rien savoir, puis non, 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 je réponds plus, j'existe pas.
attitude comportementale. Et on va l'utiliser en relation interpersonnelle, au travail, tout seul, au cinéma, peu importe. La même tendance va ressortir encore et encore. Donc, il y en a des positives et des mauvaises. On a les deux. En hindi, juste pour que vous connaissiez le terme exact, ça s'appelle des sanskara. Puis on décortiquera le terme un jour, là, mais c'est vraiment... Sanskara, ça vient du mot karam, qui est en fait le mot karma. Et donc le sanskara, ou le trait de personnalité, c'est l'empreinte qui est laissée sur l'être suite aux actions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on forme nos personnalités? On forme nos personnalités simplement en répétant les mêmes actions ou les mêmes comportements humains encore et encore et encore et encore. Puis plus on le répète, plus ça devient une habitude ou une tendance très ferme. Alors, vous allez me dire, pourquoi on parle de tout ça? Parce que là, on n'est pas du tout dans la méditation. Bien, parce qu'en fait, les trois sont liés l'un avec l'autre. Et ce qui se passe, c'est que l'esprit, l'intellect et la personnalité fonctionnent évidemment ensemble. Et ils fonctionnent même de façon, ce qu'on décrit souvent, cyclique. Et la méthode ou la compréhension est très simple, c'est que les pensées que je crée, imaginez que c'est comme de la nourriture. C'est une qualité de pensée, donc qu'on crée, qui est consommée par l'intellect. Comment est-ce que l'intellect peut savoir que quelque chose est bien ou pas? Comment est-ce que l'intellect peut avoir même de l'intuition? Comment est-ce que l'intellect peut avoir de la concentration? Comment est-ce que l'intellect peut avoir de la sagesse, de l'intelligence? Il doit simplement fonctionner avec ce qu'il a consommé comme pensée. Et l'intellect consomme des pensées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et selon la qualité des pensées, à ce moment-là, ça façonne l'état de santé de l'intellect. L'exemple est très simple. Si vous prenez des pensées négatives, essayez de voir combien votre intellect va fonctionner après. Si on n'a que des pensées négatives, du genre, je ne sais pas, votre enfant n'est pas rentré de l'école encore, il est un peu en retard, puis là vous dites, ah, ben, ça y est, quelqu'un l'a kidnappé, peut-être qu'il est mort, il a eu un accident. Si vous pensez comme ça pendant 10 minutes, c'est sûr, le sentiment va être quoi? De l'angoisse, de l'inquiétude, de la panique éventuellement. Et là, l'intellect, il a été électrocuté. Là. Il ne sait plus quoi faire, il fait n'importe quoi, on appelle la voisine, on appelle autre chose. On n'a même pas pensé peut-être faire la bonne chose, qui est tout simplement d'appeler à l'école pour, à la limite, je prends un cas extrême, ça peut se terminer comme ça. Alors, la qualité des pensées va influencer la qualité de l'intellect. Et l'intellect, selon son état d'être, c'est lui qui va déterminer ce que je fais. Est-ce que j'y vais à la soirée de méditation ou je n'y vais pas? Est-ce que je le mange, le gros gâteau au chocolat, alors que je suis au régime, ou je ne le mange pas? Est-ce que je dis à ma voisine qu'elle est vraiment nulle, puis que je la déteste, puis que je vais la poursuivre si elle continue à laisser sa chienne faire pipi sur mon gazon? Ou je me calme et puis je fais autre chose? Qu'est-ce qui me fait agir? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? C'est l'intellect. C'est l'intellect qui ultimement donne le go ou pas à mes actions. On réfléchit des fois, on dit qu'est-ce que tu fais? Ah, ben laisse-moi, il faut que je réfléchisse. Je ne me suis pas fait une tête. Je ne me suis pas fait une tête, ça veut dire que je n'ai pas pris une décision. Mon intellect est encore en train de travailler avec cette information-là, puis je ne sais pas trop quoi faire. Puis on fait de notre mieux, on prend des décisions tous les jours, toutes les heures, on prend des décisions sur toutes sortes de choses. Mais la qualité des décisions qu'on va prendre dépend de la qualité de l'intellect. Puis la qualité de l'intellect dépend de ce qu'il a consommé comme pensée. Alors l'idée est la suivante, c'est que plus les pensées sont positives, sont fortes, sont bonnes, sont emplies d'émotions bénéfiques aussi, plus l'intellect, naturellement, c'est comme s'il recevait de la bonne nourriture, saine, pas grasse, sans trop de sucre, enfin vous connaissez le régime, idéal pour une santé à toute épreuve. Naturellement, votre intellect va se mettre tout à coup à avoir des meilleures idées. Il va dire, ah mais peut-être je vais faire ça. Une pensée qui nous vient comme ça, qui vient de l'intellect en fait, parce que là vous allez voir c'est un peu mélangeant, c'est que l'intellect
génère aussi des pensées, et l'esprit génère des pensées. Ce qui fait que des fois, dans notre tête, on a l'impression d'être deux. Et je reviens à cette idée, c'est là où les gens disent, ben, ton cœur et ta tête ne sont pas d'accord. Alors des fois, on a le cœur qui parle, comme on dit, c'est-à-dire l'esprit parle. Et par exemple, tu vois, bon, ce fameux gâteau au chocolat qui sent super bon. Normalement, d'ici la fin de la soirée, vous allez voir, vous sortez d'ici, vous avez envie de manger un gâteau au chocolat, parce que je prends souvent cet exemple. Et moi-même, en fait, je me suis surpris. Après un cours, de parler de ça pendant 1 heure, puis je rentre à la maison, je dis, qu'est-ce que je mangerais bien? Bon gâteau au chocolat. Très fortes ces pensées-là. Alors, imaginez que vous avez un bon gâteau au chocolat, vous dites, ah tiens, ça me tente de manger, c'est l'odeur et tout, la pensée vient, j'ai envie de manger un gâteau au chocolat. Mais là, vous avez l'intellect qui répond parce que vous avez juste commencé un régime la veille. Et puis la veille vous a dit, non, à partir d'aujourd'hui, là, pendant 3 semaines, je coupe avec le sucre. Ben là, il y a l'intellect qui vous donne une pensée, déjà, ben, peut-être pas une bonne idée, le gâteau au chocolat, on arrête, on a dit qu'on arrêtait. Puis là, il y a une autre pensée qui vient derrière, dire, ouais, mais si je prenais mon régime, parce que j'ai commencé un mardi, c'est pas une bonne journée, je devrais peut-être commencer mon régime lundi prochain. Donc je peux manger gâteau au chocolat maintenant, mais je commencerai mon régime lundi prochain. Là, l'intellect dit, non, non, ben là, tu me prends pour un imbécile. Là, t'es en train de quoi? Tu joues à quoi? Là? Non, non, c'est pas un lundi, un mardi. Puis là, vous êtes comme ça devant le gâteau au chocolat pendant 5 minutes, à avoir comme deux personnes qui se parlent entre elles, dans votre tête, puis qui ne sont pas d'accord du tout. C'est évidemment ce qu'on appelle la confusion. Mais ça, c'est quoi? C'est des pensées qui viennent de l'esprit, générées par ce qu'on voit. Puis si on allait beaucoup plus loin, vous allez voir que c'est passionnant la mécanique de l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui influence l'esprit à penser? Il y a plein d'influences qui viennent de partout. Ça, on verra ça plus tard. Mais l'esprit pense, puis des pensées qui viennent de nulle part. Hein. Quelqu'un arrive ici avec une grande perruque verte comme ça, frisée, puis des talons hauts comme ça. Je suis sûr que je peux dire ce que je veux pendant 5 minutes, vous m'écoutez plus du tout. Là. Tout le monde va regarder les perruques, et là, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, les pensées vont venir simplement parce que vous avez vu une personne avec une perruque, puis c'est même pas une femme, c'est un homme en plus. Alors là, c'est la grosse perruque, les souliers à talons hauts, c'est sûr que vous aurez beaucoup de mal à méditer. Non? Jamais essayé, on devrait essayer dans une séance de méditation. On vous demande de méditer, puis je demande à quelqu'un de rentrer avec une tenue extravagante, voir si vous arrivez à rester en méditation. Et donc pourquoi? Parce que l'esprit va penser, parce qu'il est bombardé de toutes sortes de choses. Les organes des sens, les autres, ce que les autres disent, euh, ça crée des pensées. Et ensuite, l'intellect, lui, il a des pensées qui sont basées sur autre chose, sur ses connaissances, notre mémoire, ce dont on se souvient, des images qui sont enregistrées en nous. Puis on a une banque d'images incroyable en nous. Si on devait avoir, on pense qu'on fait bien là, avec nos petits disques durs puis nos clés USB, et tout ce qui est enregistré en nous, encore plus évolué que tous ces gadgets de la science, là, parce qu'on a des milliards de mémoires en nous. Ben, l'intellect, il joue avec ça. C'est l'intellect qui va dire, non, non, je me souviens, c'était il y a 25 ans, je pense que c'est ça, des mémoires. Et l'intellect fonctionne avec ça. Alors, l'esprit crée ses pensées, elles vont dans l'intellect. L'intellect, sur la base de ce qu'on va appeler finalement la conscience, agit, bien ou mal, et souvent ces actions vont renforcer nos habitudes, notre personnalité, et la personnalité ensuite devient un moteur qui va nous faire penser. C'est-à-dire que si par exemple on a développé l'habitude d'être impatient, c'est un trait de personnalité, quand par exemple on attend quelqu'un, la personne a dit j'arrive dans 5 minutes, bouge pas, attends-moi, 4 minutes et 45 secondes plus tard, on dit là, j'espère qu'elle ne va pas être en retard. D'où vient cette pensée? Pourquoi je pense tout de suite négatif, qui est en fait une pensée d'impatience? C'est mon sanskara, c'est ma personnalité qui me pousse à penser comme ça. Moi, j'aime bien un autre exemple parce que je l'ai vécu avec ma grand-mère, je pense. Et ma grand-mère, quand elle était jeune, elle avait un cœur qui n'était pas encore grand comme ça. Ça a grandi beaucoup plus tard, mais au début, je ne suis pas sûr. Et je sais que quand on venait, je pense qu'elle cachait les bonbons. Parce qu'elle devait se dire, ils vont tout manger encore. Ils vont encore tout vider. Et ils vont, il n'y aura plus de bonbons. Elle cachait des trucs. Ma grand-mère, elle avait ce truc-là, elle cachait des trucs. Puis nous, on savait qu'elle cachait, parce qu'on voulait des bonbons.
puis on les cherchait, puis des fois on la distrayait pour aller voir s'il n'y avait pas les bonbons, puis quand on les trouvait, on essayait d'en prendre juste la moitié du pot, tu sais, ça ne se verrait pas trop. Donc je me disais, si une personne est un petit peu avare ou un peu modeste dans sa générosité, avant même que les petits-enfants arrivent, elle se met à penser, où est-ce que je vais les cacher, les bonbons? Et ce genre de pensée ne peut venir que d'un trait de personnalité. C'est même pas l'intellect. L'intellect va aller plus loin après, va devenir astucieux, là, va aller les mettre, les enterrer ou je sais pas quoi. Okay, là, l'intellect, c'est un peu dépassé. Là. Il a trouvé des nouvelles idées. Mais l'intention au départ vient seulement du trait de personnalité. Et en vieillissant, notre grand-mère, elle a complètement changé. Puis à la fin, c'était l'inverse. Je pense qu'avant que nous, on arrive, elle devait se dire, bon, qu'est-ce que je peux leur donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux leur faire? Je vais leur faire, ils aiment ça. Elle nous préparait des trucs, etc. Donc la personnalité a changé. Et ça, on le voit chez les individus. Nos personnalités changent, des fois suite à des événements tragiques, mais la personnalité change. Et quand on change un trait de personnalité, à ce moment-là, nos pensées changent. Alors, c'est vraiment un petit schéma, puis je vais vite arriver maintenant pourquoi on parle de ça, parce qu'en fait, méditer, la semaine dernière, on vous a dit, c'est l'art de penser. On ne vous a pas dit le premier soir que c'est un peu plus compliqué que ça. Puis je vous avoue tout de suite, la semaine prochaine, ça va être encore plus compliqué. Mais là, une étape à la fois. Ce qui se complique, c'est que, ok, méditer, c'est juste penser. Mais là, c'est qu'il faut se préoccuper de tous ces trois aspects-là, parce qu'ils sont tous les trois impliqués dans mes pensées. Et si je veux avoir des bonnes pensées, puis si on vous dit, ok, méditez, maintenant vous allez vous asseoir, vous allez dire, je suis un être paisible, je suis bien, tout va bien, j'adore ma voisine, mes petits-enfants super, enfin, ceux qui sont déjà les grands-parents, mes enfants, mes voisins, mes amis, tout va bien. Mais là, c'est pas possible, parce qu'il y a votre intellect puis vos traits de personnalité qui vont tolérer ça pendant quelques minutes, puis après 5-10 minutes, ils vont dire, non, ça n'a pas la tête, là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es une personne profondément stressée, tu n'es pas paisible. Et le stress qu'on a accumulé, notre impatience, notre colère, notre intolérance, va surgir à un moment donné ou à un autre. Et là, on va trouver qu'on a tout démoli, notre belle méditation, avec une pensée négative qui nous vient, sans trop qu'on sache pourquoi. Et c'est le sans trop qu'on sache pourquoi qui va nous créer des problèmes, qui va nous décourager dans la méditation. Si maintenant on comprend qu'en nous, on a ces trois organes, ces trois facultés, c'est un peu comme si on imaginait, physiquement, on sait qu'il y a un cerveau, il y a un cœur, il y a des poumons. C'est un peu la même chose. On sait qu'on a un esprit, on sait qu'on a un intellect, puis on a des traits de personnalité, des habitudes, des tendances. Là, maintenant, est-ce qu'on va mieux définir la méditation en disant, méditer, c'est l'art de penser, mais c'est l'art de maintenir des pensées afin qu'elles aillent non seulement apaiser mon esprit, mais il faut que ces pensées rejoignent carrément mon intellect, atteignent mes facultés intellectuelles, pour éventuellement m'amener à poser des gestes qui vont être en accord avec ces pensées-là. Et c'est là où la méditation devient un moteur pour rééquilibrer non seulement mes pensées, mais mon comportement, mon attitude. Et c'est là où, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'avait plu dans cette méditation du Raja Yoga, c'est qu'on dit, le but de la méditation n'est pas juste de se relaxer 5 minutes et de se sentir mieux. Le but de la méditation, véritablement, c'est de générer tellement de pensées puissantes et bénéfiques qu'ultimement, je vois beaucoup plus clair dans ma vie. Les choses deviennent plus claires. Je commence à être beaucoup plus apte à prendre des décisions, à savoir quoi faire. Je suis moins confus, plus de volonté, plus de concentration. Et éventuellement, quand vient le temps de faire quelque chose, j'agis en fonction de cette conscience. Et l'action que je vais porter, que je vais accomplir, va consolider un trait de personnalité qui est en accord avec ce que j'essaye de créer. Donc au lieu de générer de l'impatience, je vais devenir de plus en plus patient. Et je vais me rendre compte que la patience, finalement, pas l'impatience, mais la patience, me fait du bien. Puis ce qui me faisait vraiment du mal, c'était pas que l'autre était toujours en retard ou que la vie n'allait pas assez vite ou quoi que ce soit. Ce qui me faisait vraiment du mal, c'était mon impatience. C'est mon impatience qui venait générer des pensées négatives, du stress, et qui me rendait malheureux. Et vous me voyez venir, le but de
tout ce qu'on fait étant d'être de plus en plus heureux, on se rend compte qu'en fait, ce qui nous rend malheureux, oui, sont nos pensées. Mais nos pensées viennent de qui on est, notre personnalité. Si on a développé une personnalité avec un complexe d'infériorité, peu importe ce qui se passe, on se met toujours plus petit. Il y en a qui ont un complexe d'infériorité, d'autres ont un complexe de supériorité. Ils pensent toujours qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est un trait de comportement, ça. C'est une attitude comportementale. C'est un trait de personnalité. Ça se change. L'humilité, ça s'apprend, ça se développe. Et c'est une très bonne idée d'ailleurs de développer ce genre de qualité. Pourquoi? Parce que toutes ces qualités vont générer après des pensées qui vont être excessivement bénéfiques pour moi. Et des pensées qui vont faire qu'on arrive à rejoindre un équilibre à un moment donné. Et là où on se décourage beaucoup en méditation souvent, c'est qu'on est comme dans un niveau de stress ou de négativité normal, comme tout le monde, puis on essaie de régler ça avec 5-6 minutes de petites pensées bénéfiques comme ça. C'est sûr que le monstre, il rigole, puis il dit « Mais là, ta petite chandelle, ben oui, c'est bien cute, ta petite musique d'aquarium, super, on se croit dans un ascenseur, c'est mignon. Puis qu'est-ce que tu penses? Tu vas aller mieux? Ben vas-y donc. Allez, chante le home aussi, vas-y, un petit home, c'est encore mieux, c'est bon, ok. » Il rigole, le monstre est mort de rire parce qu'il sait très bien que le moment où vous éteignez la petite bougie puis qu'on repart dans le monde, lui, il prend un coup de griffe puis ça y est, c'est fini. Il y a une situation négative, le stress revient, on est négatif, on se met en colère. Bon, ben, finalement, oups, mon petit 5 minutes de méditation vient de passer complètement ailleurs. Et c'est ça qui fait souvent que les gens se découragent un petit peu. Alors, la dimension qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est très simple. C'est de dire, méditer, ça va être reprendre possession de mes pensées, redévelopper une capacité à mieux penser, mais au moins en connaissant le fonctionnement de l'ensemble de l'être. C'est-à-dire sachant que mes pensées, ce n'est pas juste des petites pensées. C'est des pensées qui vont être reliées avec tout le reste. Et que si j'ai une vue comme ça, ben autant j'espère que depuis la session de la semaine dernière, ça vous a peut-être permis de repenser un peu plus à vos pensées dans la journée, ou être conscient de « Oh, ouais, c'est vrai qu'il y en a des pensées inutiles » ou « Oui, ça c'est une grosse pensée négative ». Au moins on identifie un peu mieux ce qui nous arrive dans la tête. Ben là, normalement, la semaine qui va venir, vous allez voir que vous allez commencer à mieux identifier vos traits de personnalité et dire « Ah, tu vois, ça c'est vraiment une habitude que j'ai. Une habitude humaine, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Est-ce que ce comportement me rend heureux vraiment? Est-ce que de devenir impatient, ou de devenir intolérant, ou de devenir irrité, est-ce que vraiment ça me rend heureux? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et si j'étais capable d'enlever ce trait de personnalité, peut-être un peu plus généreux, un peu plus capable d'accepter les autres, un peu plus détaché des fois, simplement dire « Ah, fine, ok », pas nécessairement toujours réagir à ce qui se passe, avoir un peu plus d'empathie pour les autres, etc., etc. Est-ce qu'avec toutes ces qualités, ça ne me permettrait pas de garder un flot de pensée un peu plus agréable et de commencer à sentir que je fais fonctionner en moi le cycle inverse de ce qu'on appelle souvent le cercle vicieux. Quand on parle d'un cercle vicieux, ben c'est vraiment ça. C'est une pensée négative, crée une émotion négative, devient comme du poison pour l'intellect. Essayez de manger des cailloux toute la journée, vous allez voir que ça se digère très mal. Mais si on pense négatif, ben l'intellect devient malade. Un intellect malade, faible, agit mal. Et là, on laisse aller, puis oh, whatever, puis on fait ça, puis on a bâclé, c'est pas grave, je s'en m'énerve, puis je vais me coucher, puis ça se termine comme ça, je regarde un film. Puis là, on est un peu en colère, puis on laisse aller, puis on pense que ça n'a aucune incidence. C'est une grosse incidence parce qu'on vient encore de renforcer la tendance négative. Et cette tendance négative, elle génère encore plus de venin, de négativité. On pense négatif, on s'en veut, on culpabilise. C'est ça le cercle vicieux. Et donc la méditation, c'est l'art de penser, mais dans une vue globale dans laquelle on se dit, ma méditation, c'est dans l'optique pas seulement de me sentir bien ou un peu mieux, mais la méditation devient l'outil pour réaligner un petit peu l'ensemble de ce que je vis intérieurement. Mes pensées, mes émotions, ma compréhension de la vie, mon raisonnement par rapport aux choses, et ma personnalité, mes actions, ce que je fais dans la vie tous les jours. Et la perspective d'améliorer tout ça, je pense,
nous motive beaucoup plus à faire encore plus attention à la méditation. Parce que là, on se dit, je ne médite pas juste parce que c'est cool, ou je ne médite pas juste parce que, bon, ok, ça me fait du bien comme ça. Non, là, on médite parce que wow, j'ai envie d'atteindre un niveau d'équilibre intérieur beaucoup plus sain, beaucoup plus complet aussi, et surtout beaucoup plus durable. Et c'est là pour nous où la méditation doit aller plus loin qu'un simple exercice de bonne pensée. La méditation doit nous amener à un niveau dans lequel, comme une alimentation en fait, on ne peut pas manger juste pour le plaisir. Il y a une préoccupation dans l'alimentation de dire, à un moment donné, si on a des mauvaises habitudes alimentaires, on arrive un jour où je pense qu'on traverse tout ça une fois ou l'autre dans notre vie, où on décide de mieux manger, de dire, OK, là j'ai envie de me reprendre en main, de retrouver une forme qui m'intéresse, de retrouver un poids qui m'intéresse, puis une forme physique convenable. Puis à un moment donné, l'alimentation n'est plus juste se nourrir, mais devient un objectif. Je veux mieux performer au sport, je veux être plus en santé, ou des gens qui sont avertis par les médecins de se dire, ben, si tu continues à boire et à fumer comme ça, tes jours sont comptés, là, c'est mathématique. Et à un moment donné, les gens se réveillent comme ça. J'espère que c'est pas trop confus, ça va? On va suivre donc 3 aspects. Donc, la semaine dernière, c'était les aspects sur la pensée, donc les 4 caractéristiques de la pensée. Cette semaine, c'est se souvenir l'esprit, pensée, émotion, l'intellect, avec plusieurs facultés de l'intellect. Et on va vous donner donc un résumé de cours, et vous aurez ça dans les résumés aussi. Et ensuite, la personnalité. Puis de voir que les 3 fonctionnent de façon cyclique. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un exercice de méditation. Vous allez voir que la méditation, maintenant, elle devient beaucoup plus intéressante parce que quand on pense, on va commencer à mieux sentir d'où viennent ces pensées. La semaine dernière, c'était juste définir la pensée. Là, on commence au moins à avoir une amplitude de se dire, ah, ok, là, il y a des pensées qui viennent de peut-être comment je me sens aujourd'hui dans la salle. Peut-être des fois, on est fatigué. Quand on est fatigué, qu'est-ce qui vient comme pensée? Tout bêtement, ah, je suis fatigué. Puis là, on a les pensées, ah, je suis fatigué. Ben, plus on pense je suis fatigué, by the way, plus on va être fatigué. Hein. Ça, je vous dis que c'est une équation qui marche très bien. Alors, en général, quand on est fatigué, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de penser qu'on est fatigué. Mais on ne penserait jamais faire ça parce qu'on trouve que c'est naturel. Comment tu vas? Ah, je suis tellement fatigué. Ben, continue à le dire, tu seras encore plus fatigué. Et c'est là où il faut peut-être se dire, y a-t-il un autre truc à utiliser? Comment répondre quand on est fatigué? Ben, on peut simplement se dire, je pense que ça va aller beaucoup mieux une fois que je serai reposé. Euh, de se dire, ah, j'ai hâte à prendre une bonne nuit de sommeil. Déjà, c'est des pensées plus positives que de se réaccuser, de renforcer la fatigue. Donc, de visualiser le repos, le bien-être, tu sais, de dire, ah, j'ai hâte à ce soir, je vais me reposer, ça va être bien. Oh, déjà, j'ai hâte à ce soir. Je viens de créer une pensée plus positive que, ah, je suis fatigué, il faut que je travaille, il me reste 3 heures à faire. C'est terrible. Quand on part dans ce cercle-là, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte qu'un état physique vient d'influencer mes pensées, puis mes pensées renforcent encore l'état physique, qui renforce mes pensées, puis je suis dans le cycle comme ça. Je rentre à la maison, puis comme on dit comme ça, je suis exténué, c'est épouvantable, c'est une journée terrible. Elle aurait pu être nettement meilleure. C'est dès le départ, on avait arrêté de penser qu'on est épuisé. C'est tout dans la tête que ça se passe. Et c'est là où, quand on médite, ben, on devient conscient de ça. Puis là, on s'amuse à se dire, ah, ok. On peut revoir dans nos méditations, puis vous allez voir, on n'aura pas le temps ce soir, mais les prochaines sessions, on va mieux voir qu'est-ce qu'on fait dans la méditation, quel type de méditation on peut utiliser d'une journée à l'autre. Et vous allez voir qu'on peut des fois repenser à ce qui nous est arrivé dans la journée, puis se dire, ah, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ah, ma personnalité, tu vois, tenace, hein? Qu'est-ce que je peux trouver comme pensée qui va commencer à aller à l'encontre de ça? C'est là où ça devient vraiment un travail de soi, mais qui est intéressant, qui est vraiment, vraiment vivant. Et c'est comme je dis, c'est pas qu'on devient obsédé toute la journée maintenant avec là, je peux-tu penser comme ça, c'est négatif. À un moment donné, il faut fonctionner aussi. Mais c'est pour ça qu'on dit toute la journée, il ne faut pas se traumatiser avec ce qu'on pense, puis notre personnalité, puis mon discernement, je pense qu'il ne marche plus là. Aïe, 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 mon discernement ne marche plus. On se calme, tout va bien là. On est capable de fonctionner. Mais prendre le temps tous les jours de faire le point, de s'arrêter un petit peu, c'est ça l'idée. On sait très bien ce qu'on ne mange pas toute la journée. On a créé des moments pour les repas, puis ça marche très bien. La méditation, ce sera pareil.
Alors, j'ai juste invité un tout petit exercice de méditation pour les prochaines minutes. Et puis, avant de vous laisser, après, je vous proposerai quelques petits devoirs pour la semaine aussi. Alors, une méditation très simple qu'on va faire en temps un peu, encore une fois, bien installé. J'invite ceux qui sont en ligne aussi à faire la même chose chez eux et quitter le confort. Peut-être que certains sont rendus déjà sur le sofa, bien allongés, les yeux fermés, à moitié endormis. Ce que les gens dans la salle peuvent difficilement faire parce que je les observe. Mais donc, prendre une position bien confortable, c'est toujours intéressant d'avoir le dos droit aussi. On dit souvent que le corps, en fait, il est comme un porte-manteau, un cintre, comme un cintre. On a comme la tête ici, puis avec les épaules. Et si on est droit, c'est comme si tous les organes étaient bien suspendus sur le cintre. Et en fait, si on est un peu avachi, ben le poumon écrase l'estomac, puis le cœur est un peu... Ils ne sont pas heureux. Alors, si on est bien mis, tous les organes, ah merci, ok, tu me libères de toutes les tensions. C'est pour ça qu'on s'assoit souvent assez droit. Des fois, c'est bien d'avoir les pieds au sol. Tout ça est très important. On peut méditer les jambes croisées, les pieds au sol, on peut méditer allongé, il n'y a pas de problème. Mais comme ça donne un signal au corps, alerte, okay, on est bien réveillé. Je vous invite encore à essayer peut-être de garder les yeux ouverts. Alors, je sais que c'est difficile pour plusieurs, mais essayez de garder les yeux ouverts, un peu être dans la lune. Si vous clignez des yeux, il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder la bougie, les fleurs, ou la coupe de cheveux de la personne devant vous si vous voulez. C'est très divertissant. Et juste d'avoir les yeux un peu comme un muscle au repos. Et on peut commencer juste en prenant une bonne respiration pour libérer toutes les tensions physiques. En prenant une grande respiration, on sent déjà toute la détente qui se produit dans le corps. Pour commencer, je prends conscience seulement de l'espace qui m'entoure. Apprécier d'être avec des personnes calmes. D'avoir simplement pris le temps moi-même pour revenir un peu en moi, pour réfléchir tranquillement à ce que je suis intérieurement. Je m'apprête simplement à redécouvrir tout ce monde intérieur fascinant, animé par des pensées, des émotions, par une conscience et par ma personnalité. Je me suis si souvent regardé de l'extérieur, vu de l'extérieur, mon apparence physique, mon âge, une identité physique que je connais bien. Et comment est-ce que je peux me regarder de l'intérieur, observer mes pensées, retrouver le plaisir de créer des pensées, conscient qu'elles génèrent une émotion. Si je crée des pensées de paix, des pensées de paix pour moi-même, pour le monde, je peux commencer à ressentir la paix. Une vibration de paix, de calme. En même temps, je peux m'amuser à faire naître tout de suite des pensées d'amour. Juste en pensant à un être qui m'est cher. Juste de voir la qualité d'une pensée d'amour.
avoir la pensée qu'on aime, d'apprécier toute la beauté de l'amour. Et avec seulement quelques pensées, des pensées d'amour, je peux tout de suite commencer à ressentir un sentiment différent. Je me rends compte que ces pensées me font du bien. Ce sont des pensées qui donnent à mon esprit une certaine sérénité. Et en utilisant des pensées positives, bénéfiques, je me sens beaucoup plus apte à voir les choses dans la vie du bon côté, à avoir une approche plus positive, plus constructive. Je peux très bien me voir maintenant agir différemment, peut-être être plus calme parfois. Être capable parfois de prendre plus mon temps et ressentir une paix intérieure tout en agissant. Pour ressentir le bien que je veux appliquer à moi-même mais aussi aux autres. Alors je retrouve dans ce monde intérieur la capacité d'être ce que je veux être, de penser à ce à quoi je veux vraiment penser. Et je prends ce temps pour me préparer à mieux vivre ce que je veux vraiment vivre. Me préparer à mieux interagir avec les autres, mieux réagir aux situations de la vie. Un tout petit exercice tout simple, mais déjà je pense que vous ressentez tous un petit peu de calme ou est-ce que ça spinne très vite dans la tête encore? Évidemment, ça va être une question de pratique et de persévérance et surtout aussi de mieux comprendre encore plus les méthodes et l'approche qu'on va vous suggérer dans les prochaines semaines. Peut-être pour la semaine, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on a une plus grande définition, je dirais, un petit peu de tout ce qui se passe en nous. On a ajouté l'élément des pensées, les émotions, la personnalité, la conscience, toutes les facultés de l'intellect. Peut-être juste au courant de la semaine, si vous avez l'occasion d'essayer de méditer peut-être, soit une fois par jour, c'est l'idéal, ou peut-être 2-3 fois dans la semaine. Ce qu'on suggère souvent, c'est d'identifier peut-être un lieu chez vous qui est propice à la méditation. Et ça peut être vraiment un fauteuil dans le salon, ça peut être... on déconseille en général le lit parce que ça se transforme généralement en sommeil. C'est très tentant quand on est assis sur le lit de finalement s'allonger, puis finalement on dort très bien, puis on n'a pas médité. Mais ça peut être dans la chambre à coucher s'il y a un fauteuil ou un petit coin tranquille.
Puis de vraiment se dire que si vous prenez l'idée que la méditation peut être assez courte, parce que si vous dites c'est une demi-heure, ben là c'est dur de trouver une demi-heure. Mais si vous dites c'est juste 5-10 minutes, pas plus. Là on a fait 7 minutes. Juste prendre le temps de se dire, tiens, le matin, c'est le meilleur moment, c'est le matin et le soir, en rentrant du travail vers 7 heures, des fois le soir c'est bien. Mais le matin, des fois, se dire au réveil, avant de partir dans toute la journée, avant de prendre son café, avant d'écouter la radio, avant d'allumer tous les gadgets électroniques, juste de dire, matin, c'est comme si en plus, on ne peut pas dire ça va me couper du sommeil, parce que la qualité de la méditation le matin, c'est aussi bon qu'un 5-10 minutes de sommeil. Alors juste de s'asseoir tranquillement le matin, prendre un verre d'eau avant ou quelque chose comme ça, vous remettre un peu les idées fraîches, mais juste de s'asseoir quelques minutes, puis d'avoir toujours un petit but dans la méditation, de choisir un thème, de se dire, tiens, là, je vais méditer juste pour qu'aujourd'hui, tout va bien aller. C'est le thème de votre méditation. Puis là, vous dites, ok, ce matin, tout va bien aller. Mes pensées vont bien, je crée des bonnes émotions, je projette le bien. Puis la méditation, c'est que l'art de penser. On revient toujours là-dessus, c'est de créer des pensées pendant 5-10 minutes. Sauf que là, vous n'aurez pas personne devant vous pour vous suggérer des pensées. Donc juste de se dire des pensées qui sont bonnes, qui sont bénéfiques, pendant quelques minutes, 5-10 minutes. Vous allez voir plus tard, on va ajouter des éléments, des fois de visualiser quelque chose, ou même si vous regardez dans votre pièce une fleur ou un bibelot, quelque chose, juste d'être comme serein devant tout ça, juste de laisser l'objet ou la pièce faire partie de votre méditation. C'est pour ça que c'est bien les yeux ouverts, ça permet d'avoir ce naturel. Puis quand la méditation est terminée, ben ça y est, on se lève et puis ça y est, on part faire notre petit truc de la journée. Mais déjà, ça va planter une graine qui nous permet d'enclencher la journée différemment. Alors, le matin, c'est très bien, après s'être réveillé. Et des fois, quand on rentre du travail, le soir, il y a comme un moment avant de vraiment passer à la soirée, puis de cuisiner, faire des choses. Ou alors après avoir cuisiné, puis manger, si vous mangez tôt. Juste prendre une petite pause encore de 5 minutes. Puis ça paraît comme si on s'assoyait juste pour écouter une musique. Des fois même, on met des petites musiques douces. Ça dure 5-10 minutes. Puis juste ça, ça commence à faire du bien. Puis vous allez voir, on va augmenter au fur et à mesure la durée pour éventuellement arriver à des moments où vous trouvez la façon de méditer vraiment une bonne demi-heure, mais vraiment avec une construction dans la méditation. Ça, on va y arriver dans les 2 prochaines semaines. Alors, je vous laisse là-dessus pour une bonne semaine, en espérant que vous ayez des bonnes expériences, puis on va continuer la semaine prochaine.